Tu regardes le journal Pépé en direct? Ou les événements de la planète Terre et les secrets de l'espace extérieur sont analysés comme nulle part ailleurs? Merci de vous être abonné. Salut, comment allez-vous? Nous sommes en direct, nous diffusons, voyons ce qui se passe. Eh bien, avec ce volcan, c'est surprenant. Le volcan ici, la Wea, ce qu'il a fait, des images impressionnantes. Cette image, cette fontaine de lave est l'une des fontaines de lave qui se sont formées récemment, dans ce qu'ils appellent l'épisode 38. L'épisode 38. Ce n'était pas seulement hier, aujourd'hui aussi, cet épisode 38 s'est poursuivi et il a apporté des coulées de lave impressionnantes. Selon ce que rapporte le United States Geological Survey, les fontaines de lave du conduit ont atteint plus ou moins au-dessus de 1000 pieds. La dernière donnée, le point le plus élevé, était de 373 mètres de hauteur. Les deux évents, le nord et le sud, ainsi que le cratère Emma Homo, sont entrés en éruption, mais l'évent sud a projeté des fontaines plus hautes, et pendant plus longtemps. Pour faire un calcul, nous l'avons vu il y a un instant, c'est une taille à peu près à la hauteur de l'Empire State Building, le bâtiment emblématique de New York. Au Mexique, pour ceux présents dans le pays, la tour Latino-Americana serait environ 2 fois plus haute. Imagine une fontaine de lave de cette ampleur, n'est-ce pas? Ça doit être impressionnant, hein? Super, complètement fou. Ici, ils sont très loin de l'endroit, mais sur certaines images, on peut voir un peu mieux. Eh bien, cette image est surprenante. D'ailleurs, regardez l'explosion, enfin plutôt la production de cendres, en fait, qui s'est produite, parce qu'il s'agit plus de fontaines de lave que d'explosions, même s'il y a des explosions. Mais ce n'est pas la caractéristique la plus grave du Kilauea, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on voit qu'il y a toute cette cendre, tout ce matériau qui est sorti. On a signalé une chute de cendres à Pajala, une communauté située à une vingtaine de miles, soit environ 30 km sous le vent. La colonne éruptive a atteint environ 6 km. Cette colonne que nous voyons sur l'image précédente, cette colonne a atteint 6 km, soit environ 21 000 pas de hauteur à peu près. Eh bien, c'est le calcul au-dessus du niveau de la mer, n'est-ce pas? Les taux d'émission de dioxyde de soufre ont dépassé les 50 000 tonnes par jour. De plus, je pense que cela nous donne suffisamment d'informations à ce niveau de sortie pour le voir sur la carte d'ici. Comment ça s'appelle, de Windy, non? Là, il y a une carte. Nous avons là un filtre de concentration de monoxyde de carbone. 2, n'est-ce pas? C'est celui-ci? Ce matériau qui sort des volcans, voyons si on le voit. Regardez, non, comment ça, non? Voilà, regardez, c'est celui-là, on peut le voir. Voilà le matériau qui sort. Tout ça, c'est le volcan, pas du volcan. Ici, le truc, pas là, en train de sortir ce matériau. Évidemment, il faudra voir quelles sont les attentes, mais regardez au moins ce qu'il pense. Ici, on le voit. La prévision, c'est que lundi, il continuera encore à sortir du matériau, mardi aussi, mercredi aussi. Bon, ça c'est déjà une prédiction, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils estiment avec ce type d'analyse, mais ici, il y a une sortie. Voyons si cette fois, celui d'Éthiopie, vous vous souvenez? Il y a encore du matériel qui sort, ou pas? Regardez, il n'y en a plus. Vous vous souvenez qu'ici en Éthiopie, attendez. Ici en Éthiopie, il y avait une sortie impressionnante de dioxyde de soufre qui est même arrivée jusqu'en Chine. C'est passé par l'Inde, par la Chine. Dans cette explosion qu'a eu le volcan, eh bien, ça fait environ 12 000 ans, ils estiment. N'est-ce pas? 12 000 ans endormis. Eh bien, cette fois-ci, il s'active, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Alors, sait-on déjà ce qui a été rapporté en détail concernant ce très célèbre Kilauea? Eh bien, allons-y, allons voir cela. En attendant, je tiens aussi à vous dire que nous sommes en direct. Comme vous le savez, nous diffusons toujours en direct, aussi bien sur Clips, c'est-à-dire PP Clips, que ici même sur PP en direct. Alors merci beaucoup de nous accompagner, de nous donner un coup de main en partageant la vidéo, en mettant un like. Regardez, le like aide vraiment beaucoup. Salutations Fernando, comment vas-tu Gladys? Et à toute la communauté qui est en train d'arriver. Marcela Rosa, il y a plusieurs informations qui me semblent intéressantes.
Non. Dans cette démonstration de force, disons, du volcan et de l'activité volcanique dernièrement, il n'y a pas de volcans partout, même ici même, en Amérique, qui ont été signalés avec de l'activité en Russie ces dernières semaines. Depuis cette activité solaire, une importante activité s'est manifestée, qu'on l'attribue ou non à cet événement. Hier, le 6 décembre, une activité très intense a commencé au Kilauea. Les évents ont généré ou atteint une hauteur comprise entre 1000 et 1200 pieds, ces fontaines que nous voyons à l'instant. Un épisode qui est le numéro 38, un épisode qui est déjà actif depuis plus de 12 heures, qui a produit un volume estimé de 12 millions de mètres cubes de lave. Juste pour nous donner une idée de la quantité. Au moment du pic, on a observé un phénomène peu commun de jets de lave simultanés provenant de plusieurs évents sur le cône nord et le cône sud. À un moment donné, il y a eu une triple fontaine, ce qui est confirmé. C'est historique d'avoir 3 fontaines aussi grandes et puissantes, certaines plus que d'autres. C'était vraiment impressionnant. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Il a une histoire éruptive de très nombreuses années, surtout depuis le XVIIIe et le XIXe siècle. En fait, il y a eu de nombreux événements. Il faut se rappeler du 23 décembre 2024, un jour avant le réveillon de Noël. Vous vous souvenez qu'il est à nouveau en éruption ? Et depuis lors, à partir du 23 décembre 2024, il y a eu 38 épisodes. Ce sont ceux qu'ils ont comptés dans cette nouvelle activité récente. C'est un volcan très spectaculaire, très beau, il n'est pas très dangereux, dans le sens où il est très étudié, très calculé, tous ses mouvements. Donc c'est un peu similaire à ce qui se passe, comment ça s'appelle, en Islande. Non, là où il génère des sources de lave, non. Ils ne permettent pas toujours de visiter. Par exemple, sur cette image-là, au fond, on peut voir des personnes. Je ne sais pas si ce sont des scientifiques, je suppose, parfois. Et puis tu vois qu'il y a des gens, ou des groupes de personnes, qu'on laisse entrer jusqu'à un certain point où ils peuvent voir un peu les rivières de lave ou les fontaines de lave. Ça doit être une expérience incroyable, non ? En Islande, Tellarntulmi c'est autorisé, mais à cause des spécificités du volcan Kilauea, je pense qu'ils sont plus prudents, non ? Cependant, cette image provient du photographe David Finney. Celle-ci ne vient pas de la lave de là-bas, mais plutôt de celle qui a eu lieu au mois de novembre. Non, c'est juste pour clarifier ce point aussi, mais l'image est très belle, et elle fait partie de ces épisodes qui se sont produits. Je me souviens de celui-ci, je ne sais plus si c'est le 30 ou le 20, mais c'était comme ça alors. Ce jet de lave qui est, je crois, le plus grand qu'il y ait eu pendant cette période, a atteint 450 mètres, c'était le plus grand. Imaginez-vous, là il dépasse même l'Empire State Building. Dans ce cas, ceux qui ont eu lieu en novembre étaient aussi spectaculaires, mais bon, il y a plus d'informations. Nous ne voulons pas seulement parler de volcans, alors passons à d'autres sujets importants. La prochaine réunion secrète, celle dont nous allons parler, qui n'est évidemment plus secrète, pourrait bien changer le sujet, le jeu, disons, la table, l'échiquier géopolitique du Moyen-Orient et, dans une certaine mesure, de certains blocs qui se forment avec de plus en plus de, disons, cohérence. Il y a des mouvements qui se produisent. Eh bien, allons-y. On dirait que le monde est déjà différent. Si l'on compte les changements géopolitiques qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années, pas besoin d'aller plus loin, 5 ans, tu t'en rends compte, et surtout, je te dirais même les 3 dernières années. C'est-à-dire, c'est impressionnant les changements qu'il y a eu. Regarde, ce soir, je pense qu'on pourrait parler des changements qui sont en train de se produire. Par exemple, entre les États-Unis et la Russie, on parle déjà d'un changement. Ce n'est pas seulement, tu vois, que Trump est pote avec Poutine. Il semble que ce soit un changement de plus. C'est, bien, préoccupant, mais il est plus clair que les États-Unis seraient en train de s'aligner davantage avec la Russie. C'est fou, mais tout semble aller dans cette direction. Si cela continue ainsi, en tout cas, c'est ce que ça semble être pour l'instant. Je pense qu'il y a là en partie une apparence plus qu'autre chose, mais bon, peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, il y a un mouvement dans ce sens, non ? Hier,
Le même Premier ministre de Pologne posait la question, il disait « Voyons les Américains », il leur a envoyé un message « Américains, nous sommes partenaires. Nous sommes camarades depuis 80 ans, à moins que, pour résumer, non, à moins que les choses aient changé. » Il lui a posé la question en lui disant essentiellement « Voyons, vous êtes avec nous ou plus, ou nous ne sommes plus camarades, n'est-ce pas? Que se passe-t-il » Eh bien, une réunion secrète, sans m'étendre, à New York. Ce n'est ni des États-Unis, ni de l'OTAN, ni de la Russie ou de l'Ukraine. Non, non, non. Nous ne parlons pas du Moyen-Orient, une réunion secrète entre Israël et le Qatar. Maintenant, c'est révélé, n'est-ce pas? Voici quelques informations sur cette situation et c'est intéressant car il semble que le jeu soit en train de changer. Oui, ici je pense qu'il y a plusieurs pays qui pourraient être inquiets. Le Qatar, malgré le fait que ce soit un très petit pays, est un pays qui devient de plus en plus influent. Et je pense qu'en quelque sorte, il a su comprendre beaucoup de choses dans tout ce jeu géopolitique, sans trop s'impliquer dans la question géopolitique. On dirait que cela lui rapporte certains bénéfices de pouvoir s'associer et de conclure certaines alliances. Le Qatar et Israël se sont réunis en secret à New York avec les États-Unis. C'est la première rencontre de haut niveau depuis cet accord visant à freiner la guerre à Gaza. C'est la première fois depuis plusieurs semaines qu'une telle initiative de ce niveau a lieu. La rencontre a été organisée dans la plus grande discrétion, dans le but de renforcer les liens diplomatiques après l'attaque ratée d'Israël contre Doha. Au fait, vous vous souvenez qu'il y a eu une attaque où, je ne sais pas à quel point elle a échoué. Certains affirment qu'Israël a attaqué Doha, d'autres disent ne pas s'en souvenir. Présentés comme visant les dirigeants du Hamas, mais ils affirment être vivants. Des personnes sont mortes, mais les chefs du Hamas restent. Donc c'était dans ce sens-là. C'était un échec, même si l'attaque a bien eu lieu, n'est-ce pas? Mais c'était un échec. Ils n'ont pas réussi à éliminer les dirigeants qu'ils voulaient et évidemment Doha a réagi. Ça ne lui a pas du tout plu qu'on lui envoie un missile, d'autant plus qu'il y a eu des ressortissants qataris qui sont morts. C'est-à-dire, ce n'était pas précis. Mais pas si précis que ça, n'est-ce pas? Selon la réunion qui a été initiée par Washington, cela se produit juste après que l'administration Trump ait été inscrite. Ou en train d'énumérer, disons, certains points pour reprendre toute cette approche qu'ils ont à Gaza, pour essayer de pacifier la zone. Le Qatar est devenu un médiateur clé entre Israël et le Hamas, et ce rapprochement marquerait un tournant important pour les futures négociations à venir sur la question de Gaza, mais aussi sur d'autres sujets. Le rôle stratégique des États-Unis et leur propre pression pour stabiliser le conflit reflètent une tentative. Non seulement de maintenir l'équilibre, mais aussi de faire avancer cet équilibre, cette dynamique. L'aider, pour ainsi dire, se sent plus favorable aux affaires, et c'est l'approche qu'ils ont en ce moment, surtout dans le secteur immobilier essentiellement. Ne faites pas attention à où les États-Unis s'impliquent en ce moment, ces derniers mois, en ce qui concerne les conflits purs, les conflits liés, là où ils peuvent reconstruire Gaza, la question de l'Ukraine, évidemment, et tout cela avec des approches, d'idées de reconstruction, pas la Syrie. La Syrie est un autre endroit qui est à moitié détruit, n'est-ce pas? Ils évoquent déjà business et reconstruction. Mais tu peux en ajouter plusieurs autres où il y a clairement un business immobilier. On ne sait pas à qui ils vont les donner ni rien, mais c'est très suspect, ce sujet, je veux dire, et parce qu'ils l'ont dit ouvertement. C'est-à-dire, souvenez-vous que ce Trump a lancé l'idée, il a implanté l'idée chez tout le monde de « et si je mette ?» Et si on faisait de Gaza une sorte de Las Vegas, en gros non, c'est-à-dire on met des casinos, des hôtels, et on fait là-bas tout un bazar. Non, imaginez-vous. C'est-à-dire, il parlait déjà de reconstruire, mais reconstruire, à la manière dont Trump le veut. Alors là, les alertes se sont allumées à ce moment-là, et parce que c'était très très disruptif. L'idée, c'était vraiment du genre « attends, c'est une seconde ». C'est-à-dire, parlons d'abord des maisons que ces personnes ont perdues. Et on ne parle même pas encore des hôtels et des commerces. Mais cette idée, même si elle était disruptive et même agaçante, ne l'a pas été pour beaucoup de personnes. C'était aussi une idée qui, c'est comme ça que joue Trump, non? Enfin, c'est le jeu de Trump. C'est comme ça qu'il t'implante l'idée
qui paraît ridicule, mais on en reparle dans 2 ou 3 mois, et dans 2 ou 3 mois, cette idée ne sera plus pareille. Elle sera beaucoup plus ancrée, beaucoup plus acceptée. Mais après la folie que c'est, on va faire Las Vegas, en gros à Gaza. Ah bon, on va construire quelques petits hôtels et on va faire ça, et c'est tout. Ça ne semble pas si fou apparemment. Après, ça ne semble pas. Du moins, c'est ce que je pense qu'il croit, non ? Pourquoi fait-il ainsi ? Voyons voir là-bas. Sans parler d'autres sujets, comme le Groenland, non, que le Groenland est toujours là avec l'attention. Le Danemark se méfie qu'il puisse arriver quelque chose, et là, discrètement, le Danemark possède l'un des meilleurs services de renseignement du monde. C'est-à-dire, ils ont été très bons pour prévenir les risques. Je pense que celle qui ne leur a pas réussi à 100%, c'est celle-ci. Le Groenland. Non, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que les États-Unis veuillent prendre le Groenland, c'est-à-dire qu'ils insistent sur ce sujet. Je ne pense pas qu'ils l'avaient prévu, je crois que non, je ne sais pas, mais j'imagine qu'ils ne l'avaient pas vu venir, non ? Enfin, ils ne l'avaient pas anticipé. Des tensions avec la Russie et la Chine, intéressées par cette région, mais je doute qu'ils l'aient anticipé. Que les États-Unis se soient dit « Écoutez, ça devrait être à nous, non ?» Et donc, eh bien pour l'instant, l'avertissement se fait petit à petit. Ils avancent, ils prennent des mesures, ils veillent à ce que la question du Groenland ne leur échappe pas des mains. Ils pourraient soudain agir vite, le prendre et dire « Eh, c'est à moi, au revoir ». Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est... Ils avancent dans ce sens, mais bon. Passons à d'autres sujets, passons aussi à d'autres affaires importantes. Donc rapidement, juste un mot sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient, sur d'autres sujets, d'autres thèmes, sans trop m'attarder, pour ne pas nous étendre trop. Comme il y a cette réunion secrète, il y en a aussi une en ce moment. Israël fait face à de vives critiques du président syrien, Ahmed al-Chara, qui depuis le forum de Doha a affirmé que l'État d'Israël cherche à détourner l'attention des massacres qui ont eu lieu à Gaza. En fermant et en générant d'autres crises régionales avec qui ? Avec le Liban, la Syrie et d'autres pays, comme s'il cherchait à provoquer de nouvelles tensions ou conflits. Pour que l'on ne parle pas de ce qui s'est passé à Gaza, c'est ce que dit, du moins, la Syrie. Eh bien, aussi selon ce qui est rapporté en ce moment. Jamais ne dit oui, qu'ils vont remettre les armes, qu'ils sont déjà prêts à les remettre. Les armes à condition qu'elles soient remises à une autorité palestinienne et que l'occupation israélienne à Gaza prenne fin. C'est-à-dire si Israël se retire et qu'il y a une autorité palestinienne, ils veulent leur remettre les armes. C'est ce que disent les dirigeants israéliens. Khalil al-Allah, chef du Hamas, aurait déclaré que les armes sont liées à l'occupation et à l'agression. Une fois cela terminé, les deux seraient remises à un État palestinien souverain. C'est ce qu'il dit, selon eux. C'est donc un sujet sur lequel nous verrons s'il y a une réaction des États-Unis, une réaction d'Israël, et tout cela aussi. Un autre sujet qui attire également l'attention. L'Égypte et le Qatar exigent le retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Il y a donc une exigence absolue. Retirez-vous et qu'ils rendent les armes, n'est-ce pas ? Cela aussi attire l'attention. Et d'ailleurs, Netanyahou a également envoyé un message. Le président ou le premier ministre d'Israël. Il dit qu'il espère voir s'il lui pardonne, c'est-à-dire s'il lui accorde ce traitement d'effacé. Les présumés, disons, actes de corruption qu'il traîne, et d'autres affaires et d'autres problèmes illégaux qu'il a en Israël. Il dit non, non pas parce qu'on lui accorde une grâce, mais parce qu'il est Premier ministre. Il y a aussi un président. Et le président peut accorder des grâces. Alors ont-ils déjà demandé la grâce ? S'il reçoit la grâce, il dit qu'il n'acceptera pas de quitter la politique. Il continuera à faire de la politique. Il dit qu'il ne faut pas croire qu'il va partir, qu'il a été gracié et qu'il va se retirer. Non. Il dit qu'il va continuer, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais que c'est son boulot. Et qu'il va rester là, et que ce sont les électeurs qui décideront s'ils votent pour lui ou non, mais que lui, il sera là, non. Qu'il ne va nulle part. Qu'on le gracie ou non, il va continuer, au moins essayer, dit-il. Être homme politique en Israël, n'est-ce pas, dit-il. Il rejette catégoriquement la possibilité de se retirer de la politique en échange d'une grâce présidentielle, dit-il. Poursuivi pour corruption depuis des années, il fait face aux accusations mais refuse de se retirer.
S'il lui pardonne? Remarquez qu'il y a une alerte à cause d'un. J'ai réuni plusieurs des défis actuels en matière de santé au niveau international. Et je les ai résumés dans cette vidéo. Comme ça, eh bien vous l'aurez là, c'est clair, non? Ces périodes voient souvent l'apparition de foyers, mais l'un retient l'attention. L'épidémie de grippe H3N2. Elle a saturé certains hôpitaux et lieux en Europe, ainsi qu'aux États-Unis. La flambée inhabituelle de la grippe H3N2, une variante du sous-clade K, provoque certains effondrements sanitaires, cela aux États-Unis, en Europe et en Asie. La propagation précoce de ce virus se produit entre 3 et 6 semaines plus tôt que prévu. Il est normal que cela se produise à cette période, ce qui n'est pas normal, c'est que cela arrive plus tôt. Car comme je vous l'ai dit, cela s'est produit entre 3 et 6 semaines plus tôt. Cela a saturé les hôpitaux, non seulement à cause des grippes, mais aussi car des personnes déjà fragiles se sont senties moins bien et sont revenues à l'hôpital. Cela ne provoque pas de chiffres records de contagion, surtout chez les enfants et les personnes âgées, qui sont ceux sur qui cela a le plus d'impact. Cela par quels moyens? Eh bien, par les écoles, les crèches et les maisons de retraite, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous les appelez, non? Maisons de retraite. Eh bien, c'est ce qui se passe dans les écoles. Là-bas, c'est vraiment un foyer de contamination, et ça fait partie de ce qui se passe. D'après ce que rapportent, par exemple, les Center for Disease Control and Prevention des États-Unis, l'Organisation mondiale de la santé elle-même met aussi en garde contre le risque d'une prise en charge médicale compromise. Si la pression continue sur les systèmes de santé ou, disons, la prévention de la vie n'est pas assurée, n'est-ce pas? Maintenant, un autre sujet attire aussi l'attention, un point à part pour la communauté qui nous regarde. En Espagne, la grippe a explosé. En Catalogne, les contagions ont augmenté de 85% cette semaine selon des rapports de l'Espagne elle-même. Oui, l'épidémie de grippe est entrée en phase d'accélération en Catalogne, avec une augmentation des contagions de 85%. Cela selon les données du département de la santé, c'est ainsi qu'on appelle la santé. Comptant, celui-ci les a rendus publics. Cela concerne principalement les enfants et les adolescents, où l'on trouve le plus de diagnostics. Un autre point qui attire aussi mon attention en matière de santé et dans toute cette affaire, c'est que l'Espagne enquête sur 5 laboratoires pour une possible fuite du virus de la peste porcine. C'est un virus qui, je le précise tout de suite pour ne pas nous alarmer, est inoffensif pour l'être humain. Je précise d'abord, pour clarifier, qu'il n'arrive rien à l'être humain au début. Non, mais celui-ci est bon. Les porcelets, eux, sont affectés évidemment, et c'est une mortalité de 100%. Pour le cochon, oui, ainsi que les sangliers. Au fait, c'est aussi intéressant. Les autorités catalanes ont annoncé ce samedi qu'au total, 5 laboratoires Frein-Getroa feront l'objet d'une enquête pour une possible fuite de virus. Peste porcine touchant l'Espagne et préoccupant le principal producteur européen de cette viande. Pourquoi ? Eh bien, parce que, évidemment, cela peut affecter l'industrie agroalimentaire de ce pays, dans cette région, surtout dans le nord de l'Espagne. Donc, eh bien, soyez attentifs à cela. Un autre sujet qui attire aussi l'attention des sujets étranges, ce sujet spécifique. Vous vous souvenez du glyphosate ? Eh bien, c'est surprenant parce qu'ils ont retiré une étude clé sur le glyphosate, le premier glyphosate. Il s'agit de Monsanto, principal utilisateur, et de l'étude scientifique ayant affirmé pendant 25 ans que c'était sans danger. Oui, beaucoup de gouvernements voulant vendre du glyphosate affirment « Regardez, tel pays ou tel autre a prouvé le contraire. Regarde, j'ai une étude qui affirme que c'est bon. » Eh bien, il y en a. Comme s'ils ne voulaient pas vraiment. Ils l'ont mis de côté, ils ont retiré l'étude, apparemment, parce que l'étude avait été faite de manière malhonnête, non ? D'après ce qu'il rapporte, il a été officiellement rétracté pour conflit d'intérêts et manque de transparence. En voyant les données, il demandait qui réalise cette étude. Si c'est le cas, ce scientifique est juste lié à cette entreprise et à cela. Et voyons, pourquoi cette donnée est-elle sortie comme ça ? Non, eh bien, cette donnée aussi. C'est-à-dire, le problème, c'est que l'information était biaisée, l'information n'était pas bien faite, donc il voulait prouver avec ça que le glyphosate était d'accord, même si c'est clair dans de nombreux pays,
Ici, au Mexique, par exemple, en théorie, je crois que je ne sais pas. C'est que je ne sais même plus où ça en est. Si oui, si non, il faudrait vérifier, non. Mais beaucoup de pays l'ont interdit petit à petit. Ce genre de substances qui sont ensuite utilisées comme ingrédients pour les herbicides et toutes ces choses-là, non. Donc tout à coup, le produit chimique est utilisé dans les aliments et ensuite, au final, on mange ces aliments. Et donc, on affirme que cela pourrait être lié, à certaines maladies, dont le cancer. Alors tout cela, eh bien, il cherche à enquêter davantage. La revue Regulatory Toxicology and Pharmacology a confirmé l'omission de données. Par exemple, supprimer les données sur la cancérogénicité, oui, c'est-à-dire la participation dissimulée. Il y avait aussi des employés de Monsanto qui participèrent à l'étude et des avantages qu'ils ont reçus, de l'argent que les auteurs de l'étude n'ont pas déclaré. Eh bien, un scandale que j'ai en ce moment. Cela remonte à 2002, c'est pour ça que ça fait environ 25 ans ou une vingtaine d'années, plus ou moins. L'étude a commencé il y a 25 ans, si je comprends bien. Elle a été publiée en 2002, mais depuis 2017, cette recherche était déjà en cours. Des courriels internes ont fuité depuis ces dates-là et ont montré comment, eh bien, il y avait là-bas, disons, des intérêts. Évidemment, je pense que c'est vraiment énorme et en ce moment, il y a ce scandale autour de cette étude qui a été officiellement retirée, dit-il. La communauté scientifique a besoin de meilleurs mécanismes pour identifier et rétracter les articles frauduleux, déclare Noémie Oreskes, historienne des sciences à Harvard, parce que ce n'est pas la première fois que des études publiques sont publiées. Elle dit « Ah, tu vois, cette chose était finalement bonne, non ?» Ensuite, les gouvernements s'en emparent. Écoutez, regardez. Ils ont dit que telle chose, pour ne rien dire, je ne vais pas être précis, telle chose. Ils disent bon que cette fois, oui, que c'est bon, qu'on peut en consommer, et voilà qu'on prend X, ou n'importe quoi. Et en résumé, tu comprends ? 20 ans après, 30 ans après, non. Il se trouve que les scientifiques impliqués étaient en rémunérés. Ce n'est pas fréquent, mais cela arrive, non ? C'est-à-dire, et ça doit... Eh bien, trouver un moyen de l'éviter, que ça n'arrive pas ici, parce qu'au final, ça peut nous affecter tous. Beaucoup savaient déjà clairement qu'il y avait un problème avec ce produit chimique. Mais bon, avec ça, on confirme qu'il y a bien un problème. L'entreprise est toujours présente et impliquée, comme la méchante d'un film mêlée à toutes les histoires, à ses prêtres passés et présents. C'est un sujet très difficile, je ne sais pas, mais bon, dans beaucoup de pays, cette entreprise est strictement interdite pour la même raison, parce qu'elle a déjà fait ce genre de choses plusieurs fois. Mais bon, passons à d'autres sujets, d'autres affaires importantes. Il y a plusieurs sujets qui attirent mon attention aujourd'hui. Voyons si nous pouvons afficher cette image de cet individu. Ce monsieur s'appelle Diosdado Cabello. Comme beaucoup d'entre vous le reconnaîtront, il aurait passé des appels. Hier, il a commencé avec ce sujet d'appeler les Vénézuéliens à une lutte armée et à augmenter la tension avec les États-Unis. Au milieu de cette escalade qu'il mène, il affirme maintenant qu'il faut se préparer à la guerre. C'est évidemment une escalade très grave. Mais Diosdado, une figure clé du chavisme, exhorte les Vénézuéliens à se préparer à une lutte armée face à ce qui est considéré comme une menace militaire des États-Unis. Il qualifie ce déploiement aéronaval américain de stratégie de terrorisme psychologique. Et il a affirmé que le Venezuela est dans une révolution, entre guillemets, pacifique mais pas désarmée, où elle est effectivement pacifique et armée. Donc c'est un peu bizarre. Cette histoire est étrange. Nicolas Maduro et les hauts commandants chavistes assurent que les forces armées sont prêtes à des réponses fermes, selon leur dire. Pendant ce temps, il y a déjà un déploiement qui, selon eux, n'est pas seulement important, mais aussi sans précédent. Jamais auparavant un déploiement d'une telle ampleur n'a eu lieu, selon eux. Et maintenant, en ce moment, des débarquements commencent à avoir lieu à Porto Rico pour effectuer des exercices militaires. Au milieu de toutes ces tensions déjà existantes,
ce n'est pas simplement j'arrive et je suis là. Mais il y a eu des opérations comme des exercices de débarquement, n'est-ce pas? Cela peut être purement psychologique, ce ne peut pas être que psychologique, ou il se peut que quelque chose arrive, on ne sait pas. C'est un peu similaire à la stratégie que la Chine a adoptée récemment avec Taïwan. À chaque fois, ils fabriquent même des maquettes de certaines zones de Taïwan pour simuler une invasion de Taïwan. Cette fois, ils ne fabriquent pas de maquettes, mais réalisent toujours la simulation de débarquement avec ces véhicules amphibies et ces navires. Et bon, ils font tout leur possible pour au moins montrer leur capacité. Comme si c'était possible, que la situation allait se produire, on ne sait pas. Le renforcement militaire américain dans les Caraïbes coïncide avec la confirmation par le Pentagone de plans de contingence pour une possible sortie de Maduro. Il y a toute une série de plans qui ne sont pas publics, donc nous ne savons pas vraiment s'ils sont réels ou non. Mais il y a des plans supposés sur ce qui va se passer lorsque Maduro sera invité à partir. Non, soit il part de lui-même, soit on le fait partir. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec le Venezuela? Ça va être le chaos, il y aura des troupes qui essaieront de rétablir l'ordre, il y aura un certain type, c'est-à-dire, on ne sait pas, mais il y a un plan, soi-disant pas un seul, il y a toute une série de plans, selon la contingence, assure-t-il. Mais j'insiste, ce n'est pas, on ne sait pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, d'un autre côté, il y a une situation très grave avec le décès d'Alfredo Diaz. Washington a condamné la mort de l'opposant vénézuélien Alfredo Diaz, ancien gouverneur et prisonnier politique, décédé dans un centre de détention. Dans le célèbre Helicoide, un endroit terrible là-bas. Ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, cherchez des informations sur ce qu'est et comment fonctionne l'hélicoïde. C'est quelque chose de terrible, d'effrayant, n'est-ce pas? Ils assurent que c'est un autre rappel de la nature vile du régime criminel de Maduro. C'est le rapport qu'ils envoient eux ou qu'ils assurent face à cette situation terrible. Et en effet, Alfredo Diaz était ce jour-là une figure clé de l'opposition et un militant d'Action démocratique, qui aurait perdu la vie, soi-disant. Et voici le haut, soi-disant, d'une crise cardiaque. C'est ce que dit le ministère pénitentiaire du Venezuela, qu'il est décédé d'une crise cardiaque. Eh bien, évidemment, il y a des soupçons que ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il y a 7 prisonniers politiques qui ont perdu la vie depuis les élections de juillet, 7. Des opposants qui ont perdu la vie en prison. Tu te dis, quelle coïncidence, ce n'est pas un peu trop? Eh bien, c'est évidemment un sujet terrible, ce qui se passe là-bas. Au fait, un autre sujet qui attire aussi l'attention. Le Venezuela a également montré des manifestations à Bogota, aussi à Panama, à Lima, pour soutenir Corina Machado, la dirigeante de l'opposition, lauréate du prix Nobel de la paix, qui a donc annoncé qu'elle ira recevoir le prix Nobel. Voilà, nous verrons comment ils vont organiser ce mouvement. Ce serait vraiment très symbolique qu'elle sorte, qu'elle reçoive le prix et qu'elle revienne. N'est-ce pas? Voilà, on va voir ce qui va se passer avec tout ça. Mais évidemment, c'est une affaire à laquelle il faudra prêter attention, que ce soit ce qui se passe en ce moment ou ce qui ne se passe pas. En Venezuela, on a examiné quelles sont les mises Boblia sur Polymarket et tout ça, et qu'est-ce que pensent les gens qui regardent ça de l'extérieur ou qui voient ou qui savent. Comment se déroulent plus ou moins les opérations aux États-Unis. En ce qui concerne les exercices, si c'est une opération réelle ou si c'est une opération... Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Non. Plusieurs paris existent sur le Venezuela. Nous en avons montré certains, comme celui sur le maintien de Maduro. D'ici la fin de cette année, au moins les paris misent bon sur le fait qu'il va rester cette année. Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin et on ne voit pas qu'il va partir avant cela. Quant à ce qui va se passer l'année prochaine... À la fin de l'année prochaine, il y a déjà 54% qui pensent qu'il pourrait être évincé du Venezuela. Mais c'est encore un pourcentage très... 50 et 50. Disons qu'ils pensent pas que ça va sortir. Donc en fait, c'est encore un peu incertain, non? On ne sait pas ce qui va se passer. C'est un petit peu... L'anxiété de beaucoup de gens qui attendent des mouvements rapides augmente, évidemment. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'indice à part ces exercices.
Leur caractère public suggère plutôt une question psychologique qu'une question de maintien. Des opérations là-bas, mais rien de plus. Non, 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 il ne semble pas que quelque chose va arriver le lendemain, non, voyons voir. Mais pour l'instant, ils envoient des messages ambigus. Hier, Trump disait. Avant-hier, le jour où il a rencontré Schumer et le Premier ministre du Canada, on ne voit rien. Ils se sont vus, et à ce moment, il dit, lors de la remise du prix de la paix de la Fédération internationale de football association, que c'est très étrange. Celui-ci dit que le Venezuela ne représente aucun problème pour les États-Unis. Comme s'il n'y avait pas de problème, non, ça ne leur pose pas de problème. Et cela a fait réfléchir tout le monde et les paris ont diminué. À ce qu'il n'y ait pas d'opération. C'est-à-dire, évidemment, alors, qui sait ce qui va se passer. Déjà, le Panama s'est proposé comme médiateur entre les États-Unis et le Venezuela, et d'autres pays ont également réagi à cela. N'est-ce pas? Les Cubains disent qu'ils ont une tolérance zéro envers le trafic de drogue. C'est une façon de se protéger à l'avance. Non, c'est comme s'ils disaient « Ne nous impliquez pas, nous sommes stricts sur le trafic, ce n'est pas notre problème ». Cuba ne donne-t-elle pas ce message comme pour se laver les mains à ce sujet et éviter d'avoir des ennuis avec les États-Unis? Alors on voit que chacun commence à bouger de son côté, même Petro, tout le monde est en train de faire ses propres affaires. Ce n'est pas pour montrer qu'ils font quelque chose avec lui à ce sujet ou qu'ils ne sont pas si proches. De Maduro. En gros, passons à d'autres sujets également importants. Il faut parler de ce scandale qui a eu lieu avec un agent de la Drug Enforcement Administration, un ancien agent de la Drug Enforcement Administration. Et je n'en doute pas une seconde, ce n'est ni le premier ni le dernier. Un ancien agent de la Drug Enforcement Administration est accusé d'aider le cartel Jalisco Nueva Generación à blanchir de l'argent, mais ce n'est pas tout. À cela, il obtenait des armes et des explosifs. Nous parlons de G. Clayton, procureur fédéral qui porte l'accusation. Combien d'agents y aura-t-il ? Depuis de nombreuses années, on soupçonne, non pas seulement, des agents de la Drug Enforcement Administration, des politiciens, même des hommes d'affaires et des financiers aux États-Unis qui opèrent avec des groupes du crime organisé. On met tout sur le dos du Mexique, alors que d'autres régions du monde sont aussi concernées, mais on accuse toujours le Mexique de tout. Mais bon, les opérations sont aussi là-bas. Donc parfois, on dit aussi au Mexique, tu opères ici, ou tu opères là, ou tu opères là-bas. Eh bien oui, mais vous directement, non, le crime organisé, vous nous envoyez directement des armes et vous créez ce problème, donc c'est un problème commun. Je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que se rejeter la faute les uns sur les autres ne va pas équater des bourses ou là. Et clairement, avec ce genre d'informations, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de sujets ici qui ne veulent pas être reconnus, non. Regardez ça. Et c'est pour ça que ces récits disant que c'est la faute de tel ou tel politicien, eh bien évidemment, ils ont une part de vérité. La faute, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas la seule responsabilité, n'est-ce pas? C'est comme cela que de nombreux médias où personne le perçoivent. Il y a d'un côté les propagandistes et de l'autre ceux opposés à tout ou à n'importe quoi. Et ils sont là, alors que le problème est bien plus complexe, et avec ce genre de choses, c'est très clair, enfin, le problème est bien plus complexe. La question de l'insécurité, du crime organisé, tous ces trucs-là, ces gens-là. Paul Campo aurait été accusé à New York avec son associé Robert Sensi d'avoir prétendument blanchi 12 millions de dollars de profits du cartel. Jalisco Nouvelle Génération est pour avoir tenté d'acquérir. C'est-à-dire, d'imagine si tu as déjà eu la confiance d'un cartel de ce niveau, des plus grands, et que tu as eu la confiance de ce groupe pour faire du blanchiment. Combien d'affaires manquerais-tu ? Combien de personnes sont impliquées sans qu'on le sache, etc. Et il y a plein de questions qui restent en suspens. Non ? Mais bon, voilà. Je pense que vous me comprenez déjà, non ? Vous voyez où tout ça nous mène, non ? Les deux hommes auraient été piégés,
ou auraient été attrapés lors d'une opération secrète où une source confidentielle s'est fait passer pour des membres du cartel de Jalisco. Pendant des mois, disent les accusés, il y a eu des réunions et des négociations sous surveillance fédérale. Une partie de l'argent a été transformée en crypto-monnaie, ignorant qu'il s'agissait d'un piège. Campo, ancien sous-directeur des opérations. Imagine-toi, c'est-à-dire, il a donc été sous-directeur des opérations financières de l'eau. Il connaît le sujet. Il a offert ses services comme stratège. Il a offert ses services comme stratège à ce groupe de crime organisé. Les autorités disposent d'écrans d'enregistrement, courriels, données de localisation et vidéos incriminant les accusés. Le procureur accuse Campo de trahir la Drug Enforcement Administration. La défense juge l'accusation sensationnaliste. Les deux parties accusent. Regarde ce que dit la défense en disant que c'est sensationnaliste. Eh bien, comment cela ne serait-il pas un scandale ? Ils n'auraient pas répondu, eh bien si c'est sensationnaliste. Parce que, eh bien, c'est impressionnant, la situation est scandaleuse. Ils font face à des accusations allant jusqu'au narcoterrorisme, blanchiment d'argent, conspiration, enfin de tout genre. Le chaos. L'affaire génère évidemment une alerte rouge à Washington et met en évidence le pouvoir corrupteur de l'argent, des groupes organisés, etc., etc. C'est un sujet, je le répète, bien plus complexe qu'on ne l'a voulu reconnaître. Et c'est avec cela qu'il faudrait aller discuter avec beaucoup de ces gouvernements. Et si, voyons, tu te mets d'accord, d'abord toi, occupe-toi de ça. De réduire la consommation, c'est-à-dire commence par toi. Réduis la consommation au maximum, parce que tant qu'il y aura de la consommation, il y aura des gens qui voudront leur vendre des choses, tu ne réduis pas la consommation. Les personnes dépendantes feront tout pour assouvir leurs addictions, et tant que l'argent circulera, quelqu'un leur en vendra toujours. Si ce n'est pas ce petit groupe actuel, ce sera le suivant, alors commence par réduire cela d'abord. Pour commencer, arrête aussi d'envoyer des armes. Un autre point, arrête aussi d'envoyer des armes et des explosifs. Et tout ce genre de choses, arrête avec ça. Avec ça, je pense qu'on avance déjà pas mal. Et ainsi, on pourrait parler d'une longue liste de choses qu'il pourrait faire, s'il le voulait en vraiment. Apaiser la situation, non. Au moins effacer le sujet, l'effacer, allons, non, j'aimerais bien dire qu'on pourrait, rien du tout. Mais au moins tu te dis, on va le réduire de moitié, d'abord, premier objectif, non, et ensuite on parlera d'autre chose. Mais ce n'est pas le cas. J'ai fait des recherches, j'ai cherché des informations sur combien ça coûte. Par exemple, en ce moment même, le 1025, la cocaïne aux États-Unis. Parce qu'avec ça, on sait si le prix augmente, c'est qu'il y en a moins grâce à ce qu'il fait. Un autre petit truc, devinez quoi ? Non seulement il y en a plus, mais en plus le prix augmente, le prix baisse. Il y en a même beaucoup, oui, une grande quantité. Ça ne diminue pas, la dépendance augmente, et elle augmente, et le prix diminue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'abondance, qu'il y en a beaucoup, qu'il en arrive des tonnes sans problème, ce qui a effectivement baissé. Je pense aussi que cela concerne la Chine, le Mexique, qui font leur travail, ainsi que les États-Unis. Bien sûr, il faut aussi se reconnaître en ce qui concerne l'état des lieux. Conscience de ne pas utiliser du fentanyl, oui, c'est vraiment quelque chose de super destructeur. Donc les gens diminuent effectivement leur consommation, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'éloigner de ça et se tournent vers la cocaïne et d'autres choses. Il a été démontré qu'en 2024, début 2024, actuellement la consommation de fentanyl a nettement diminué. En effet, il y a une baisse à ce sujet. Entre le travail qui se fait ici, le travail qui se fait en Chine et les efforts qui sont déployés. Regardez dans quel état ils finissent. Ils ressemblent à des zombies. Ils sont très mal et beaucoup en meurent. Alors, les gens ont compris, ils ont arrêté d'utiliser ça et sont passés à autre chose, à d'autres types de substances moins problématiques. Oui, ce n'est pas que ce soit bien, mais au moins ça ne leur enlève pas la vie aussi rapidement. Alors, le problème c'est que oui, ça augmente. Maintenant, c'était pratiquement proche des $100. Je ne sais pas comment ils le vendent, dans un sachet ou non, et maintenant c'est $60. La même chose, la même quantité. Donc oui, le prix a beaucoup baissé.
Cela signifie qu'il y a abondance car la consommation augmente mais le coût diminue. Alors, que signifie réellement l'abondance? Et là, il précise, dans ces études qu'ils font, il précise « Cela vient de Colombie, ça passe par des groupes au Mexique, par là. » Parmi les plus connus, ce sont eux qui gèrent ça, qui seraient en train de s'en occuper. Ils s'en sortent que très bien maintenant, financièrement parlant, ça marche très bien pour eux. On parle du fait qu'ils le comparent au pic des années 80 et tout ça, mais avec des quantités supérieures. C'est-à-dire, en se rappelant de ces pics qui ont eu lieu, il n'y avait pas autant de monde à ce moment-là. Mais les pics étaient plus importants, non. Donc, dans ce sens, il y a ces changements qui se produisent. Ils ne sont ni bons ni mauvais, simplement il se passe des choses. Mais il n'y a pas vraiment de preuve que la consommation diminue aux États-Unis. D'ailleurs, c'est impressionnant quand on compare, ou après, si tu veux, on sortira les statistiques par ici avec des graphiques et tout ça, mais c'est impressionnant la capacité qu'ils ont à consommer ce genre de choses. États-Unis, c'est fou. Hallucinant, tu te dis, celui-là. C'est-à-dire impressionnant. Et c'est pour ça qu'ils viennent ici en touristes et ils croient donc que tout le monde y va, puis ils se rendent compte qu'ici la consommation est bien moindre que chez eux. Ils sont surpris. Les Américains, je veux dire, les classiques. Ils pensent différemment du Mexique, car pour eux ça vient de là ou de Colombie. Et ils croient sans que c'est pareil là-bas. La consommation, et tu te dis non. Vous nous battez largement sur ce sujet, non? Ou bien la consommation est hallucinante. Mais bon, c'est un sujet que je pense qu'il faut déjà pratiquer. Un autre jour, on passera à un autre sujet. Un autre sujet important concernant l'actualité mondiale. Ah bon, eh bien comme tous les jours, non? Que se passe-t-il? Concernant la météo, qu'est-ce qu'on attend pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend pour demain, en ce qui concerne les prévisions météorologiques? Plusieurs nouvelles intéressantes, des changements et rebondissements par rapport à hier et aujourd'hui. Passons rapidement à cette image, n'est-ce pas? Allons-y, nous voyons pratiquement tout le nord de l'Amérique. Et regardez comment aujourd'hui, dimanche, nous avançons. Nous voyons en ce moment le sujet des rafales de vent. Vous vous souvenez comment c'était? Vous vous souvenez qu'il y avait un front du nord qui arrivait ou un possible front du nord qui avait été prévu? Eh bien, de maintenant jusqu'au 12. Au moins pour l'instant, on ne le voit pas, n'est-ce pas? Ça ne sait pas que ça n'arrivera pas, mais au moins pour l'instant, si on regarde d'ici au 12 décembre, on ne voit pas ce front du nord. Non, ça attire beaucoup mon attention, mais non, il n'y a tout simplement pas de changement. Un autre sujet qui attire aussi mon attention, c'est celui des températures. Et ça n'a pas tellement changé. Du moins pas pour les États-Unis. Si vous regardez le sujet, la température d'aujourd'hui à demain, c'est celle-ci, ça va directement. Le froid le plus extrême qui était ici à Los Lagos passe vers l'est du Canada, des États-Unis, depuis essentiellement New York. On constate ici des températures très froides, parfois jusqu'à 15-20 degrés, notamment dans le Maine où il fait aussi 17-18 degrés. De même aussi pour cette région du Canada, pour Québec, Ottawa, etc. Ce n'est pas là-bas que va la partie la plus froide, mais le froid descend, c'est-à-dire qu'il descend de façon générale vers le Mexique, même vers la Floride, c'est-à-dire que j'ai des températures glaciales ou froides dans de nombreuses régions du pays, ici au Mexique. Allant même jusqu'à certaines parties du sud du pays, où l'on observe des températures froides, pas glaciales, mais froides à certains endroits. Oui, bien sûr, dans la Sierra, il y a du gel. Mais en général, presque tout le pays aura des températures à un chiffre demain, dans la nuit et ensuite mardi. Et, au fait, nous regardons d'abord les températures minimales.
Ensuite, nous allons voir les maximales. Nous voyons comment les jours passent et tout ce bloc de froid va effectivement avancer vers l'ouest, puis vers l'est. Pardon ? C'est-à-dire, et c'est là que nous allons voir ce que rapporte le Service météorologique national des États-Unis. Car au Maryland, en Caroline du Nord, en Virginie et à Washington District de Columbia, davantage de neige est attendu dès aujourd'hui dimanche. Oui, c'est plus de la glace et de légères chutes de neige. Enfin, pas si légères que ça parce qu'il y a environ 15 cm de neige, mais nous allons le voir tout de suite. Et puis, pour le 12, ce nouveau morceau de vortex va descendre vers les Grands Lacs. Encore une fois. Également avec des températures extrêmement froides de moins 20 degrés Celsius à moins 23 degrés Celsius pour les États du Dakota du Nord, Dakota du Sud, Minnesota, Iowa, nord de l'Illinois, Wisconsin. Nous le savons déjà, ce ne sont pas les États les plus froids et regardez toute la masse d'air froid qui descend. Ce sont ces ruptures concertantes qui vont se produire du fameux vortex polaire, le vortex se brise. C'est-à-dire, c'est comme une bulle qui retient le froid au pôle, mais quand cette bulle se brise, le froid descend. Paradoxalement, à cause de la chaleur, la bulle se brise. C'est pour ça, disent-ils, que le vortex est faible. Eh bien oui, parce que c'est une grosse bulle, pour ainsi dire, et elle est faible. Parce qu'il fait chaud, parce que la mer, parce que le vent est chaud, alors le vortex se brise, et là où il se brise, il projette tout le courant d'air froid polaire, n'est-ce pas ? Alors ça, on va le voir très clairement le 12, encore une fois, n'est-ce pas ? Ce qu'on voyait sur cette image, c'est au moins ce qu'on peut voir par ici, n'est-ce pas ? Et ce que le service météorologique a rapporté, c'est essentiellement cela. Il va y avoir des tourbillons qui descendent, arrivent sur les lacs, vont par ici et là-bas. Il fait toujours froid, les températures restent assez glaciales. Mais ce qui est intéressant, c'est ceci. Regardez les chutes de neige pour les prochains jours. La nouvelle neige, pas celle que nous avons déjà vue. Elle va encore arriver en Californie. Dans certaines régions, elle va aussi arriver dans l'Idaho, évidemment. L'Oregon, l'État de Washington, le Montana, le Wyoming et presque tous les États du Nord connaîtront des chutes de neige parfois importantes. Comme vous le voyez, cela atteint New York et Washington. C'est celle dont je vous disais qu'elle pourrait arriver ces jours-ci. D'ici au 21, qui est la date officielle du début de l'hiver, même si, en réalité, d'un point de vue météorologique, il commence plus tôt. Cette fois-ci, cela va se produire d'ici au 21. Regardez, les chutes de neige dans le nord vont s'accumuler, elles vont continuer à s'accumuler jusqu'au 21. Par exemple, dans certains endroits, les chutes de neige vont s'accumuler toute cette semaine, jusqu'au 21 en gros, ce qui fait plus d'une semaine, environ 10 jours, on atteindra 90 et quelques centimètres de neige. À certains endroits, ce sont les zones les plus chargées en neige. Le Mexique, eh bien, on ne voit pas de chute de neige, même s'il pourrait éventuellement y avoir quelques chutes de neige dans les montagnes. En ce qui concerne l'accumulation de pluie, là c'est différent, on voit de l'activité au Mexique, dans tout le golfe du Mexique, pratiquement, presque depuis Tampico, pratiquement jusqu'au Yucatan. Il y a des possibilités de pluie toute cette semaine, d'ici au 21 décembre. En gros, c'est là que l'humidité va se trouver dans le pays, pas vers nous, on va avoir un peu de chance. Activité prévue pour Nuevo León, Coahuila et encore plus pour Basse-Californie, Sonora, Chihuahua avec peu d'humidité. Donc toute cette zone de l'ouest mexicain, du nord-ouest mexicain, même vers par exemple Jalisco, pour toute cette région, même un petit bout, Colima, etc., Sinaloa, etc., toute cette zone aussi avec peu d'humidité. D'ici au 21, c'est là où je peux voir tout l'ouest, ou presque tout l'ouest, à l'exception du nord-ouest. Il va y avoir de l'humidité, mais en général, une grande partie de l'ouest a une grande zone sans humidité. Ça restera calme car il y aura moins de pluie et de problèmes. D'ici au 21, mais tout l'est, le centre et l'est des États-Unis auront beaucoup d'humidité, de pluie, etc. Donc c'est là que ça va se jouer, non ? En ce qui concerne les températures maximales, et c'est là que ça devient intéressant. Nous regardons vers l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Chili, avec des températures de plus en plus chaudes. Donc des vagues de chaleur que nous allons sûrement observer commencent déjà à se faire sentir. Certaines non jusque-là, rien d'extrême non. C'est-à-dire, il y a eu d'autres années où nous avons vu des températures de plus de 40 degrés. Cette fois-ci, c'est léger, ça ne semble pas trop fort. Regarde, en fait, en plus, pour les 14, 15 et 16, il fera même un peu frais.
Pas chaud. Mais la nuit, il fait frais, non? Regarde encore pour le 18. Là, oui, ça semble beaucoup plus chaud. Déjà, le 18 décembre, peut-être au-dessus de 30 degrés, non? En attendant, je pense que le temps sera agréable, confortable, pas parfait, mais d'un confort printanier, non? C'est comme ça que cet été va commencer. On dirait qu'on s'oriente vers un été très calme. Pour l'instant, non? Donc voilà, c'est comme ça, mais regardez, si on observe un extrême, un phénomène extrême, par exemple en Europe, on a vérifié, je ne vois rien de tel, très remarquable en ce qui concerne les températures, vraiment glaciales, surtout pour la Russie, pour toute cette région de Sibérie. Eh bien, c'est logique, il fait toujours très froid dans toute cette région. Mais si vous regardez du côté de l'Europe, ce n'est pas le cas. Il ne fait pas extrêmement froid, mais pas avec ces extrêmes, du moins pas en ce moment. Non, celle-là est aussi importante. Bon, voilà la situation entre aujourd'hui, demain et les prochains jours. Ne partons pas donc vers un autre sujet. Passons maintenant aux commentaires, allons aux commentaires. Comment ça s'est passé pour vous? Comme les tates. Merci à tous de nous accompagner et à la communauté qui nous suit en direct. Un grand merci d'être ici un petit moment. Laissez-moi afficher les commentaires ici et saluons-nous. D'accord? Célestiel, comment vas-tu? Un grand merci d'être ici un petit moment. Y avait-il des membres de la communauté qui étaient aussi lors du précédent direct? On parlait de Dell Atlas, non? Au cas où quelqu'un en aurait. Tout à l'heure, on fera un résumé, on le mettra aussi ici. Mais on l'a fait en direct, non? Voilà. Salutations à Dilson Francisco, Marcela Aurelio, comment vas-tu? Celui-ci dit, avec la coca aussi, pareil, enfin, il y a des gens qui ont pris de la coca pendant des années, des années, des années. Et ensuite, ils se rétablissent, ils s'en sortent et c'est fini. Plus ou moins, c'est pareil aussi avec l'autre, avec autre chose presque la première fois que tu en prends, c'est-à-dire ils finissent pas très mal, vraiment très très mal, beaucoup, enfin, ils ne survivent pas. Il a un taux qu'ils appellent de surdose, un taux de surdose extrêmement élevé, et le fentanyl, oui, l'autre aussi peut provoquer une surdose évidemment, mais elle n'a pas un taux aussi élevé. Non? Donc disons qu'ils ont au moins fait des efforts. Mais c'est là qu'on voit que quand ils veulent diminuer l'utilisation d'une substance, ils y arrivent, bien sûr qu'ils y arrivent. Regardez, ils nous ont bien observés. Ça devient à la mode, écoutez, on dit que cette substance est mauvaise pour la santé et les gens arrêtent de l'utiliser. Ils répètent, vas-y, prends ça, non, ça c'est pas bon, et les gens arrêtent de l'utiliser, mais il n'y a rien. Trump, surpris lors de son premier échange avec Sheinbaum durant ce second mandat, a trouvé Sheinbaum très clair. La présidente du Mexique a refusé, affirmant que nous menons ici des campagnes. Lutte anti-drogue et tout ce genre de choses. D'ailleurs, je pense qu'elles ne sont pas très bien menées, je crois qu'il leur manque beaucoup plus. Je veux dire, on ne voit pas ces campagnes sur les réseaux, il faudrait en faire plus, même des séries, films ou documentaires. En fait, sensibiliser les gens, ça sert vraiment, faire prendre conscience à la population de tout ce que ces types de substances provoquent. Bien sûr que ça sert, mais il manque plus d'informations, il manque plus de données, il reste à trouver. Eh bien, comment s'adresser à différents secteurs? Trump était-il surpris par cette idée? Moi, vraiment? Donc alors? Il affirme que le gouvernement des États-Unis n'investit presque rien dans ce type de campagne. Moi, eh bien oui, il faudrait investir beaucoup d'argent, et avec ça tu réduis un grand pourcentage du problème. Mais vraiment un grand pourcentage. Mais non, ça non, ils ne veulent pas le faire, je ne sais pas, c'est très étrange comme il dit. Comment va Célestiel? Très bien, justement, vous imaginez avec Maduro, un narco-état similaire au Mexique, dit Célestiel. Comment a été Célestiel? Marcella, comment vas-tu? Salut. Adilson, Eric, comment vas-tu? Très bien. Quoi de neuf, Eric? Comment vas-tu? Quelle heure est-il là-bas? Ou est-ce trop tôt pour toi? Ou comment ça va? Comment ça se passe? C'est toi, Bora? Comment vas-tu? Quel plaisir de te voir, Adilson. Aurelio, c'est toi qui as envoyé les photos de Californie, non? Ou c'est quelqu'un d'autre? Aurelio et Laetitia, ça va? Super la neige là-bas. Laetitia, ça va? Il demande. Merci Pépé pour le rapport et l'information. Salutations Laetitia. Merci beaucoup, c'est important de savoir ce qui se passe chez soi.
Un grand salut, Laetitia. Germain. Oui, je pense qu'on ne verra rien de plus avant le 19 seulement des analyses des observations déjà faites de la comète. Et ça commence à être un croisement tangentiel. Il ne manque plus que quelques images du James Webb. Oui, Germain, je n'attends pas l'image super spectaculaire. Ce que j'attends, c'est plus d'informations, comme tu dis, croiser des données, plus d'images, peut-être plus claires, oui, mais pas ainsi. Qu'il n'y ait pas de gros plan de la comète, j'attendrai un peu plus d'images. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre ? Par exemple, à l'intérieur de la version naturelle de la comète, on attendrait une baisse de luminosité. Un rétrécissement très marqué de la masse, n'est-ce pas ? Et cela pourrait être examiné plus en détail, non ? Voyons voir quand c'est sorti en juillet. Actuellement, la masse n'a pas beaucoup diminué. Ou alors elle a fortement baissé. Autrement dit, cela correspond-il à une sortie de matière ? En pensant à une comète naturelle, et je vous le dis tout de suite, il dit que cela ne correspond pas, c'est-à-dire que c'est trop. La quantité de matière extraite pour réduire la masse était très faible. En pensant qu'ils ont été, et nous en parlions hier, n'est-ce pas ? Qui sait combien de millions de kilogrammes de masse sont sortis ? On suppose, n'est-ce pas ? Avec toutes les files d'attente qu'on a vues, la queue la plus longue faisait environ 1,2 à 1,3 million de kilomètres. Ça fait beaucoup de matière, non ? Pour une comète qui, on le sait maintenant, est plus petite qu'on ne le pensait, n'est-ce pas ? Hier, lors du dernier passage, ils estiment le noyau entre 2 et 4 kilomètres, non ? Cela peut évoluer, non ? Plus de données, plus d'informations, plus de confirmations à ce sujet. Par exemple, la question de la vitesse, qui serait apparemment descendue à 220 000 km/h, ça aussi, ce serait intéressant. Ça ne le dit pas ici, hein. Panterita, comment vas-tu ? C'est bien Panterita, n'est-ce pas ? Voilà, oui, Panterita. Rouble Francisco Béatrice Alvarez, comment vas-tu ? Très bien, hein ? Laura le dit. Salutations au Canada, Laura, comment vas-tu ? Bien, à toute la communauté qui nous regarde depuis le Canada, un grand merci depuis la Californie aux États-Unis. Hein ? Super, très bien, hein ? Adilson, qui d'autre est là ? Ah d'accord, bon, je vous dis au revoir. On ne va pas s'éterniser, n'est-ce pas ? Eh bien, il vaut mieux qu'on discute longuement ici avec Astrid tout à l'heure, et vers 8h, on va essayer d'être là. À 8h, c'est dimanche. Alors, on essaye d'être un peu plus tôt, et on verra si on arrive à discuter un peu plus. Parfait, à plus tard pour le rapport. Ce soir, à bientôt. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés de façon unique. Merci de vous être abonné